Un café et l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable, présenté par l'association Evaleco, avec ce soir beaucoup de monde dans le studio, autour des micros. On va dire un bonsoir général, avec beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles en service civique. Bonsoir. Bonsoir. Alors en vrac, Anne-Cécile, Victor, Geneviève Fontaine, Stéphanie, Estelle, Bilal, Baptiste, Isabelle et Philippe Chemla. Ce soir, nous allons vous parler d'alimentation et avec une entrée un petit peu particulière sur l'alimentation, la réappropriation citoyenne de l'alimentation. Anne-Cécile. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler de réappropriation citoyenne de l'alimentation. Pourquoi ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on observe beaucoup de changements à ce niveau-là. Il y a beaucoup de problématiques qui se soulèvent. Donc on a commencé à se poser la question, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant que citoyen, on se re-questionne sur notre alimentation. Pour vous lister un petit peu les problématiques qui nous touchent, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut parler de santé, de citoyenneté aussi, d'agriculture, d'éthique, de questions environnementales, de sécurité alimentaire. Donc avec Baptiste, on avait commencé à en discuter un petit peu, on s'est rendu compte que de plus en plus de personnes sont touchées par ces problématiques et notamment entre scandales sanitaires sur qu'est-ce qu'on trouve vraiment dans l'alimentation, la question environnementale de quel est l'impact écologique qu'on peut trouver dans ce qu'on mange, mais pas seulement, est-ce que on est juste en tant que consommateur de ce qui nous est proposé au niveau alimentation, ou est-ce que vraiment on a notre mot à dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Autrement dit, on rentre par l'alimentation, on tire plein de fils et ça touche plein de choses. Voilà, exactement. Alors je vais vous donner quelques chiffres pour un petit peu avoir un contexte un peu large avant de rentrer dans des projets, de parler de choses plus précises. Donc il y a une tendance après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu par exemple une grande augmentation de la consommation de produits animaux, que ce soit la viande ou le lait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que aux environs des années 2000, il y a eu une sorte de pic qui a été atteint, et maintenant la consommation de ces produits a tendance à rediminuer. Et alors il y a une étude intéressante qui montre que, donc une étude de Mediaprism de cette année, qui montre que déjà alors il y a 56% des Français qui se disent manger moins de viande. Alors on peut se dire oui, mais est-ce que ça c'est une réappropriation citoyenne de juste manger moins de viande? Alors justement, en détail, 46% des Français qui disent manger moins de viande le font parce que c'est trop cher. Donc ça c'est, je suis pas sûr qu'on puisse parler de la réappropriation citoyenne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'étude montre aussi que 35% des gens qui mangent moins de viande, c'est pour des questions de bien-être animal. Notamment, ça doit être en réaction aussi à toutes les vidéos qui ont paru sur les abattoirs, diffusées notamment par l'association L214. Il y a aussi évidemment les scandales alimentaires, comme tu en parlais, Anne-Cécile, entre le cheval dans les lasagnes, il y a pas longtemps encore une émission Cache Investigation qui parlait des nitrates dans les jambons, etc. Et donc là, il y a du coup, c'est déjà une réappropriation puisqu'il y a un questionnement sur la production, cette envie de savoir et de tirer les fils. En fait, on est passé d'une agriculture intensive avec un modèle de consommation très axé sur les produits carnés et laitiers, avec une inflexion, c'est ce que tu nous expliques, depuis quelques années, vers une alimentation plus raisonnée, plus équilibrée. Il y a beaucoup de gens qui le souhaiteraient, il y a cette transition qui se dessine, mais après, dans les actions, ça se fait très progressivement. C'est-à-dire que oui, il y a une légère diminution de la consommation de viande, une légère diminution des produits laitiers. Maintenant, ça reste quand même la première dans le budget de l'alimentation. C'est la viande par exemple qui est au sommet, donc il n'y a pas non plus des différences énormes. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le marché suit aussi cette demande, et par exemple on a une explosion de tout ce qui va être alternative végétale, par exemple les laits végétaux. On voit que maintenant on a tous entendu parler des laits de soja, laits de riz, et par exemple en 2013 on a 1000 nouvelles boissons végétales qui ont été commercialisées, parce qu'on voit, on connaissait le lait de soja, mais il y a même des laits de châtaigne, des laits de coco, bref, toutes sortes d'alternatives, et leur part de marché continue à croître. Donc c'est bien aussi un signe qu'il y a vraiment une réadaptation aussi du marché, et même dans les grandes surfaces, c'est pas que dans les petits magasins bio.
Donc ça se démocratise. Un lien avec la santé, les allergies ou les intolérances au lait de vache ou ça joue ça joue complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de personnes qui font des intolérances à de plus en plus d'aliments et donc déjà au niveau individuel ça crée un changement en tant que consommateur déjà, et en plus c'est une énorme part de sensibilisation parce que une personne du coup qui va par exemple être intolérante au lactose va non seulement devoir adapter son alimentation, mais ça sensibilise aussi toutes les personnes autour d'elle. Donc c'est une thématique qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est de plus en plus problématique. Donc rien qu'au niveau consommation, déjà on observe un changement donc qui est suivi aussi comme on a vu par les marchés, mais au niveau aussi de la prise de conscience que l'alimentation, si elle crée cette quantité d'intolérance, d'allergie, de réaction, au niveau de la santé, il y a quelque chose à faire. Et donc du coup on embraye et de plus en plus on va se rendre compte que on n'est pas seulement consommateur, qu'on a un choix dans notre consommation et qu'on a des possibilités de pas juste être un consommateur mais consommateur. Donc là on peut voir émerger effectivement beaucoup d'initiatives à plusieurs niveaux, et aujourd'hui on voulait aussi vous parler d'une initiative en Pays de Grasse. Avant de passer aux initiatives, moi j'ai une petite interrogation par rapport à ce qu'on évoque là. C'est-à-dire de plus en plus de gens effectivement prennent conscience qu'ils ont des allergies ou des intolérances alimentaires. Est-ce que c'est parce qu'il y en a de plus en plus qui ont des intolérances alimentaires, ou est-ce que c'est effectivement une prise de conscience que l'alimentation est la première source de santé ? En fait, parce que je pense que c'est pas forcément une explosion des intolérances alimentaires. Je crois que ce qu'on observe le plus autour de nous actuellement, c'est des gens qui questionnent leur santé au travers de l'alimentation en premier lieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher une solution médicamenteuse ou une solution médicale à un problème de santé, ils vont d'abord interroger l'alimentation. Ils vont de plus en plus interroger l'alimentation. Et là, pour moi, c'est un premier élément de réappropriation citoyenne, c'est-à-dire de pouvoir re-questionner l'alimentation dans tous ces aspects que vous avez évoqués, autour de la santé, mais aussi autour de l'impact sur le bien-être animal ou environnemental, etc. Donc c'est peut-être le premier signe en fait de cette réappropriation, et qui se traduit ensuite par effectivement le marché qui va aussi réagir et s'approprier lui aussi ce changement de comportement. Continue à parler d'alimentation, et peut-être avec un exemple, une illustration. Alors voilà, donc sur la thématique de la réappropriation citoyenne de l'alimentation, en Pays de Grasse, il se passe quelque chose de très chouette, et du coup Stéphanie vient nous parler de la Meute. Wow, la Meute. La Meute. C'est l'accent qui parle. Bonsoir à tous. Alors en quelques mots, Coop La Meute, qu'est-ce que c'est ? C'est une coopérative alimentaire participative, ce qui veut dire que la coopérative est gérée uniquement par les adhérents. Ce genre de coopérative existe déjà depuis 40 ans aux États-Unis sous le nom de Park Slope Food Coop. Ce sont les adhérents qui choisissent les produits qu'ils veulent consommer et les producteurs. Pour avoir accès donc à ces produits de la Coop, il faut bien évidemment adhérer à l'association. L'adhésion est de 20 € par an. Les règles du jeu sont simples. Il faut donner 3 heures de son temps libre par mois, soit en participant aux missions d'un des 5 comités. Les comités au sein de la Coop, ce sont des groupes de travail. On a le comité achat, ressources humaines, finances, locales et communication, soit en aidant à la préparation et au contrôle des paniers les jeudis ou les samedis. C'est au choix. L'adhérent est vraiment libre de faire les tâches qui l'intéressent. Concrètement, comment peut-on commander son panier ? Une fois adhérent, il suffit de se connecter à son compte sur le site www.cooplameute.fr. On passe sa commande sur le site et on vient sur place, soit le jeudi à partir de 17h30 ou le samedi pour récupérer son panier et payer. En dernière info, pour les intéressés et les enfants, Coop La Meute lance son premier mercredi dégustation qui aura lieu le 26 octobre à partir de 17h. Cet événement se fera désormais tous les 2e et 4e mercredis du mois. Ce mercredi dégustation sera le 26 octobre sur le thème d'Halloween. On se fera un plaisir de vous faire découvrir les produits de la Meute qui seront vendus après des dégustations.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur notre site et page Facebook, lameute.coop, ou à venir tout simplement nous voir au local situé au 23 route de la Marigarde. Merci de votre écoute. La meute, c'est quand même un vrai mouvement, c'est un vrai mouvement citoyen. C'est quelque chose qui a démarré avec un groupe de personnes qui se sont senties concernées. On veut se réapproprier à la fois notre alimentation, mais aussi la façon de choisir ce qu'on va manger, ce qu'on va consommer, mais aussi faire du lien avec les producteurs du territoire. Il y a une vraie démarche qui s'ancre. Je crois qu'il y a 2 ans ici sur le territoire, c'était la manifestation, c'était Courbouillon. Courbouillon, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, la meute, c'est combien d'adhérents ? On a dépassé, je pense, j'ai pas les chiffres en tête, mais on est déjà à plus de 150, presque 200, je crois. Mais moi, je crois que vous êtes à près de 250. En fait, je tiens pas les chiffres. Moi, je suis adhérente, j'agis aussi au sein de l'association, mais c'est vrai que depuis qu'on a le local au sein de Tetris, de plus en plus de curieux viennent et s'intéressent au concept et vraiment ont envie d'agir pour consommer plus responsable et manger surtout des produits qui sont sains et où il n'y a pas d'intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Moi, je trouve qu'il y a 2 choses qui sont assez remarquables dans l'initiative de la meute. C'est d'une part que les personnes sont impliquées. Ce sont les adhérents de la meute qui, sur la base du volontariat, bien entendu, mais qui viennent participer à choisir les produits, qui vont aller les chercher, qui vont préparer les paniers, qui vont accueillir. On a là une vraie démarche citoyenne. Je pense que Anne-Cécile, c'est pour ça que dans ce thème de la réappropriation citoyenne de l'alimentation, il y a ça. On est acteur pour le coup. Oui, et puis surtout le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire et le fait que ça soit basé sur un temps à donner, parce que pas forcément parler d'un temps de travail, mais un temps d'activité à donner pour réaliser les activités de la meute, rend les produits qui sont essentiellement, qui sont locaux, et pour certains bio, c'est toujours indiqué lesquels le sont, accessibles à un beaucoup plus grand nombre. En fait, une alimentation locale de qualité qui, par ce système-là, est beaucoup plus accessible. Donc, pour moi, il y a aussi ça. Et puis, il y a le fait qu'on conserve une liberté de choix. Par rapport à un panier, là c'est la composition de son panier, donc il y a aussi une réflexion autour de qu'est-ce que je vais consommer, quels sont les produits dont j'ai réellement besoin. Ça s'accompagne aussi d'une réflexion pour éviter le gaspillage alimentaire, etc. Donc il y a une réelle réappropriation au travers du contact avec les producteurs locaux, mais au travers surtout, pour moi, d'un choix qui reste sur qu'est-ce que je vais consommer. Il y a quand même un acte de choix par rapport à des paniers qu'on peut connaître dans d'autres systèmes. Et la convivialité. Oui. Parce que quand on vient donc au 23 route de la Marigarde, la meute est installée avec les autres structures de la SCIC Tetris. Quand on rentre dans le local, c'est des rires, des sourires, ça discute, de la couleur, oui. Beaucoup de couleurs, et c'est une vraie ambiance d'échange. Oui, c'est un vrai partage. C'est vrai que on rencontre des gens de tout horizon, intergénérationnel, et c'est vrai que ça permet un bel échange autour de l'alimentation. Autour de l'alimentation, voilà. On peut donner des exemples très très concrets. La semaine dernière, le kilo de carottes des sables bio, on a un supermarché à côté des locaux de Tetris à la Marigarde. Le kilo de carottes des sables bio était au même prix qu'un sachet de carottes indifférencié, on va dire, commune. Et donc, il y a vraiment cette accessibilité à des produits de qualité, et vraiment, c'est important de faire savoir, de faire connaître la meute sur le territoire, parce que il y a vraiment cette accessibilité en termes de prix au plus grand nombre.
Oui, en termes aussi de venir et de participer. Enfin, c'est ça aussi qui rend accessible. C'est-à-dire que je viens pas que me servir, et c'est toute une éducation à l'alimentation qui passe par des initiatives effectivement comme la Meute, qui est partie au départ de l'initiative qui a été menée par le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, qui était un événement qui s'appelait Courbouillon et qui était autour effectivement d'une alimentation vue comme un lien à soi, un lien à la terre et un lien aux autres. Et je pense que autour de la réappropriation citoyenne, il y a ces trois liens aussi qui sont travaillés ou qui sont exprimés par les personnes. Lien à soi, c'est le lien les gens qui rentrent par la santé. Il y a le lien aux autres avec la convivialité et le fait de partager l'alimentation, et le lien à la terre avec tous les questionnements qu'il y a autour du lien au vivant en fait. Et de tous les enjeux liés à une agriculture de proximité, le respect des producteurs, la notion de juste prix. Encore une fois, on prend un petit bout et puis on tire des fils et puis on voit que beaucoup de choses sont liées les unes aux autres, et donc tout un programme d'animation qui se met en place. Donc lameute.coop pour plus de renseignements, ou vous venez sur le site 23 route de la Marigarde. Samedi matin, c'est ouvert, voilà. Marché libre de la Marigarde, et vous aurez donc la possibilité de notamment découvrir ce que propose la Meute. Écoutez, Agora Côte d'Azur, un café l'audition, et aujourd'hui sur la thématique de la réappropriation citoyenne de l'alimentation. Donc on se posait plein de questions sur qu'est-ce qui se passe au niveau citoyen autour de l'alimentation. Donc on a vu plusieurs entrées, dont notamment par exemple la santé. Aujourd'hui on s'est rendu compte que beaucoup s'inquiétaient de ce qu'il y avait dans leur assiette, de l'impact sur leur santé. Et aujourd'hui, il y a aussi des problématiques autour de comment savoir ce qu'on mange. Donc avec Bilal, on a décidé de voir un petit peu quels étaient les moyens d'en savoir un peu plus. Oui, moi, je me suis intéressé au sujet notamment grâce à l'émission dont parlait Baptiste juste tout à l'heure, de Cache Investigation, qui montrait quelle relation il existait entre les producteurs de viande industrielle et les différents pouvoirs publics sur la question de la nutrition. Et donc au cours de cette émission, ils ont notamment parlé de l'étiquetage. Donc en France, il faut savoir qu'au début, la ministre de la Santé a souhaité mettre en place un système d'étiquetage avec un centre de recherche, donc sur un système d'étiquetage en fait qui est relativement simple, puisqu'il est composé de 5 couleurs, donc du vert au rouge, où vert est censé être un produit qui est relativement bon pour notre santé, ou du moins il comporte des valeurs nutritives qui sont bonnes pour notre santé, alors que rouge comporte certaines substances, notamment les matières grasses qui sont en excès. En excès, voilà, je cherchais le mot, merci. Donc en excès, et donc il faut éviter, en tout cas, soit éviter de consommer, soit consommer avec modération. Et donc au fil du temps, notamment avec les échanges, voire lobbying avec ces différentes industries, lobbying, j'y crois pas. C'est pas ce que suggérait l'émission, mais le fait est que maintenant, donc on veut cet étiquetage ne sera plus imposé, mais ils ont préféré à la place mettre en fait une expérimentation dans certaines grandes surfaces où différents types d'étiquetage en fait vont être testés. Donc il y a ce système-là qui est connu sous le nom de système à 5 couleurs. Donc comme je disais, on a non seulement 5 couleurs, mais aussi 5 lettres A, B, C, D, E, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver par exemple dans les électroménagers, de celui qui consomme le moins à celui qui consomme le plus, ou dans la performance énergétique des bâtiments. Donc là, c'est le même principe, mais pour notre nutrition. Sauf que d'autres systèmes vont être testés. Il y en a un autre qui s'appelle le système Sens, où finalement là, c'est assez similaire, où au lieu d'avoir un A, B, C, D, E qui serait selon les industriels encore une fois stigmatisant, on aurait plus des étiquettes où les conseils d'en manger, pour les produits en tout cas concernés, où il conseillait d'en manger souvent, très souvent, régulièrement, modérément ou occasionnellement. Il y a un troisième site, oui. Et avec des couleurs, quand on remarque qu'ils vont du bleu au vert, au orange, il n'y a pas de rouge, quoi, en fait. Voilà, c'est des couleurs qui sont un peu plus atténuées, c'est vrai. Pour la troisième
Pour le troisième type d'étiquetage qui est également testé, c'est celui des nutri-repères, qui est celui défendu par les industriels, où en réalité il correspond, il est très similaire en fait à ce qu'on retrouve actuellement sur les paquets avec les repères nutritionnels journaliers, sauf qu'ici on a en fait un léger changement visuel où finalement chaque pourcentage va apparaître sous forme de graphique plus accentué. Et enfin, le dernier système d'étiquetage qui va être testé, c'est garder donc le même système dont je parlais, RNJ, donc repère nutritionnel journalier, sauf que pour chaque composante, énergie, sucre, etc. Nous allons avoir en fait le système de couleurs directement sur ces cases-là. Donc en gros, on a un débat entre des chercheurs qui pointent tous les risques liés à l'alimentation, qui proposent un étiquetage facilement compréhensible, facilement accessible, qui a été testé. Oui. Et de l'autre côté, des industriels qui résistent, ce qui est de bonne guerre, bien entendu. Enfin, ça montre quand même qu'il commence à y avoir une réelle prise en compte des impacts de l'alimentation sur la santé. Oui. Et c'est donc un débat dont on espère qu'il en sortira quelque chose de profitable pour tout le monde. Baptiste ? Oui, juste une petite remarque. J'ai eu l'occasion de vivre en Australie et là-bas, il y a sur certains produits un système d'étiquetage. Alors c'est tout simple, c'est système d'étoiles, 5 étoiles. Enfin 5 étoiles, c'est donc si c'est très bon pour la santé, et évidemment une étoile si c'est très mauvais, et c'est sur la base du bon vouloir. Donc en fait toutes les marques style les marques de fruits secs par exemple, ils atteignent 4 sur 5. Donc forcément ils sont dans ce système-là. Et par contre des produits qui vont être très transformés, etc. Eux ils n'affichent pas ce système-là parce que ce serait pas très vendeur. C'est vraiment affreux. Donc, du coup il y a une régulation qui se fait de manière assez spontanée. Oui. Moi je voudrais quand même qu'on parle d'une démarche citoyenne pour le coup avec Open Food Facts. Open Food Facts, c'est un site sur lequel tout le monde et n'importe qui peut aller et référencer. Donc donner son avis, mais pas simplement c'est bon ou c'est pas bon. Envoyer le code barre du produit concerné, et puis il y a tout un système de décryptage et où on va donc comprendre ce qu'on est en train ce qu'on achète et ce qu'on est en train de manger. Open Food Fact est surtout sur l'alerte par rapport aux composés qui peuvent être cancérigènes, tous les quelque chose, etc. On va retrouver toutes ces informations sur une application qui est alimentée par les contributeurs qui sont les citoyens, exactement comme l'encyclopédie Wikipédia est alimentée par des contributeurs qui sont des citoyens. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, un café l'audition. On parlait de la réappropriation citoyenne de l'alimentation et Victor va vous parler d'une initiative qui est en train de se lancer sur Grasse, mais pas que. Donc on va lancer un petit peu la discussion autour des incroyables comestibles. Oui, alors les incroyables comestibles, qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative qui a été prise au départ par 2 femmes de la ville de Todmorden, une ville du nord-ouest de l'Angleterre, en 2008. Et très vite, ça a pris de l'ampleur. Leur initiative a consisté à faire des bacs et à mettre dedans des légumes ou des plantes comestibles. Et puis très vite, ça a pris de l'ampleur au sein de la ville. Il y a eu 60 personnes, puis des familles, des enfants. Et au final, c'est toute la ville qui s'est mise au point d'en influencer le monde entier. C'est-à-dire que dans le monde entier, il y a 475 villes qui font partie des incroyables comestibles. Et rien qu'en France, c'est 80 villes. Pas trop mal. Ouais, donc en fait, on va planter dans des bacs et puis on va pouvoir venir cueillir. N'importe qui peut venir et cueillir, pas le plant, mais les fruits qu'il y a dessus ou les légumes. Et tout le monde s'occupe cet espace partagé, de ce jardin partagé. Donc tout le monde prend soin et tout le monde profite. C'est ça. Ça crée du lien et en même temps, ça permet un retour à la terre et à Grasse du coup. Alors à Grasse, il y a eu l'expérience a été tentée, mais ça a pas marché parce qu'il y avait pas assez d'investissement de la part des citoyens. Parce que c'est eux qui sont le moteur de cette initiative. Mais c'est en train de revenir parce que à Tetris, à la route de la Marie-Garde et à Evaleco, on est en train de
refaire cette idée d'incroyable comestible, de jardin partagé. Donc on a déjà quelques plantes qui sont lancées. On a déjà quelques bacs et des bacs tout prêts pour investir justement. Mais, tu vois, quand tu dis ça n'a pas marché, Evaleco, qui avait un petit local dans le centre-ville historique il y a quelques années, avait mis sur des palettes qu'on avait accrochées sur la façade des petits pots, et on avait eu l'impression que c'était très moyen. Et en fait, on s'est rendu compte ensuite, parce que des gens sont venus discuter, qu'on a rencontrés, que même si nous avions eu l'impression que ça marchait pas beaucoup, eh bien pas du tout. Il y a des personnes qui avaient pris l'habitude, qui venaient planter du persil, qui venaient rechercher, et en fait ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas de façon évidente. Et quand on a arrêté, on a eu un retour en disant mais c'est dommage. C'était trop peu de personnes, quoi. Non. Il y avait du monde. Ça n'est pas une question de quantité, de nombre de personnes. Oui, ce qui est surtout important dans la dynamique incroyable comestible, c'est que c'est une réappropriation de l'alimentation et de l'espace public. C'est vraiment ça qui est important, parce que il y a plein d'endroits où il y a les incroyables comestibles, ça va être des ronds-points, ça va être des jardins publics qui sont utilisés. Donc c'est l'espace public qu'on se réapproprie pour produire ensemble de l'alimentation que l'on partage en fonction de ses besoins. Et ça va encore plus loin, je dirais, que ce que même l'initiative qu'on a pu voir avec la Meute, parce que on se réapproprie la totalité du cycle, la production et surtout l'espace public et l'idée en fonction de ses besoins. C'est-à-dire ne pas aller cueillir une tomate dont on n'a pas besoin. Le but au final de ces villes qui font partie de cette initiative, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc pour Todmorden, la première ville en Angleterre, en 3 ans, donc c'est-à-dire de 2008 à 2011, 83% des besoins des habitants étaient couverts par leur production. Ça c'est ouf. C'est vague. C'est incroyable. Ouais. Et en France, la première ville à faire partie de ce calendrier de Todmorden, donc qui vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire, Albi vient de rentrer dedans, et d'ici 2020, elle devrait être autosuffisante. Et tout ce qui est planté est bien sûr bio, sans produits, sans pesticides, sans rien. Oui, évidemment. D'accord. Donc tout ça dépend aussi des citoyens qui s'en occupent et qui viennent s'occuper des jardins au fur et à mesure. Mais c'est vrai que s'il y a une conscience générale, je pense que ça se fait très vite. Donc ça voudrait dire que dans un département comme les Alpes-Maritimes, où en termes d'autonomie alimentaire, on est à 3 jours, je crois, c'est une réelle solution de très court terme, très rapide à mettre en place et qui 3 jours. Non, moi je parle on le sait. L'autonomie alimentaire des Alpes-Maritimes, c'est 3 jours. Ça veut dire que s'il devait y avoir une grève quelconque qui empêcherait l'approvisionnement du département, 3 jours, on commencerait à avoir du mal à s'approvisionner en frais. Bien sûr, en frais. Les pâtes, ça dure plus longtemps. Mais on a du mal à faire pousser des pâtes dans des bacs. Malheureusement. Ça nous amène effectivement on parle d'autonomie alimentaire, on a tourné autour depuis tout à l'heure. Il y a quand même, pour les auditeurs, il y a une question de sécurité alimentaire. On en a parlé autour de l'alimentation et de qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes et l'information sur les produits, etc. Il y a une question d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que le territoire soit capable de produire ce qu'il consomme. Et là, c'est un enjeu effectivement ici, puisqu'on a une très faible autonomie alimentaire. Mais on a aussi un enjeu qui est la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de se réapproprier aussi le droit de cultiver ce que l'on veut, et c'est la problématique des semences, et de pouvoir effectivement, avec le mouvement Cocopelli par exemple, pouvoir au travers d'un jardin incroyable comestible, pouvoir développer aussi de l'échange de graines, de l'échange de semences, des choses qui sont aujourd'hui interdites et qui font partie de cette réappropriation citoyenne de l'ensemble de l'alimentation et bien sûr de la protection de la biodiversité. Et alors sur ces incroyables comestibles à Grasse, un événement annoncé, quelque chose ? Eh bien, samedi matin, un atelier est organisé au 23 route de la Marigarde dans le cadre de la mini-fête du libre organisée par Evaleco. Donc vous pourrez retrouver les ateliers jardins partagés, mais aussi bien d'autres. La Meute sera ouverte, on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, rendez-vous à tout le monde. N'oubliez pas que mercredi 26 à 17h, la Meute organise sur le thème d'Halloween une soirée dégustation qui aura lieu donc tous les 2e et 4e mercredis du mois. Et n'oubliez pas aussi que le mois prochain,
La SCIC Tetris et plus particulièrement le Centre de recherche appliqué de Tetris ainsi que la CAPG et l'Institut Godin de Picardie vous proposent le 3e colloque national Innovation sociale et territoire auquel vous pouvez vous inscrire à l'adresse ac.dutertre@scic-tetris.org. Vous pourrez aussi participer à un atelier outils de la nutrition mercredi prochain à partir de 14h au 23 route de la Marigarde. Voilà, et alors pour revenir, ça, voilà, on a annoncé, il y a plein de choses qui se passent sur réannoncera. Mais on réannoncera. La dynamique que vous lancez à partir de l'espace Tetris, si c'est une dynamique incroyable comestible, elle doit être dans l'espace public. Alors quel espace public vous allez investir pour réaliser cette initiative? Il s'agit d'une descente de Grasse, celle qui passe par le tunnel qui arrive entre Aldi et Tetris. Mais qui permet de relier le centre-ville historique et la colline de la Marigarde où on retrouve de nombreux établissements scolaires. Et je crois qu'il y a deux lycées. Voilà. Elle s'appelle la traverse Roure, puisqu'elle mène sur la place Roure qui est au-dessus. Voilà, donc sur la traverse Roure, donc on lance une dynamique. Moi, je voulais aussi signaler que dans ce cadre-là, il y a des villes aujourd'hui qui font des appels à la population pour repérer des espaces qui pourraient être remis en culture comme ça. On a des villes aussi, comme la ville de Tours, qui propose aux habitants de débétonner devant chez eux, dégoudronner pour pouvoir replanter sur une bande de 50 cm le long des façades des immeubles, etc. Donc il y a un mouvement, effectivement, que c'est pas toujours qu'un mouvement citoyen, ça peut être aussi relayé et être un partenariat, une co-construction avec des collectivités locales, et qu'aujourd'hui, par exemple, hier, il y a eu l'appel à projet qui a été lancé sur la mairie de Paris, par la mairie de Paris, pour que les citoyens signalent des espaces qu'ils aimeraient revégétaliser pour l'alimentation urbaine de proximité. Oui, on est les choses, vous avez pu le remarquer au travers des échanges ce soir, bougent beaucoup. Les initiatives sont nombreuses, elles sont citoyennes, mais elles sont aussi des politiques publiques. Je crois qu'il y a une prise de conscience générale que on doit réfléchir en dehors des cadres auxquels on a été accoutumé jusqu'ici, et que non seulement c'est utile pour tout le monde, mais tout ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Et la convivialité. On va peut-être simplement, Anne-Cécile, réannoncer le prochain événement samedi, et puis dire bonsoir. Donc n'oubliez pas, samedi, la mini-fête du Libre, 23 route de la Marigarde. Il y aura de la musique live. Il y aura de la musique live et il y aura plein d'ateliers, dont notamment effectivement un atelier autour des incroyables comestibles et des jardins partagés. Merci à toutes et tous et très belle soirée sur Agora Côte d'Azur. Bonsoir.